Comme ce qu'on a vu dans le cadre du champ électrique, le champ magnétique va lui aussi avoir une influence sur les particules chargées. Donc, une particule chargée dans un champ magnétique va subir une certaine force, qu'on va appeler la force magnétique. On s'est rendu compte expérimentalement que, premièrement, il n'existait que si on avait un champ magnétique. Donc, elle va dépendre d'un certain champ magnétique. Et elle n'agit que sur des particules chargées qui sont en mouvement, qui ont donc une certaine vitesse. Ce qu'on s'est rendu compte, c'est que la force que subissaient ces particules-là était, dans un premier temps, toujours à 90 degrés avec la vitesse de la particule. Si la vitesse se déplace dans une certaine direction, la force qu'elle va subir va être perpendiculaire à sa vitesse, mais aussi, la force était perpendiculaire au champ magnétique qui baignait à l'endroit où était la particule. Donc, la force magnétique est perpendiculaire aussi au champ magnétique. L'équation qu'on lui donne va donc refléter ceci. L'équation de la forme magnétique est la suivante. On l'écrit comme la force magnétique va être égale à la charge de la particule qui subit la force fois le produit vectoriel. Le x ici, c'est un produit vectoriel entre deux vecteurs. Le vecteur v, la vitesse de la particule, et le vecteur b, qui est le vecteur représentant le champ magnétique. Introduisons d'ailleurs les unités de ce fameux champ. Les unités du système international du champ magnétique sont le Tesla, qu'on note avec un T majuscule. C'est ça. C'est des Tesla du nom du célèbre scientifique. Cependant, un Tesla, c'est un très gros champ magnétique, ce qui fait que souvent, on a parfois tendance à l'écrire sous une autre unité qui ne fait pas partie du système international, mais qui est parfois plus pratique, le Gauss. Une autre unité que vous allez peut-être rencontrer parfois, c'est le Gauss. Un Gauss est égal à 10 à la moins 4 Tesla. Le Gauss, un Gauss est égal à 10 à la moins 4 Tesla. Mais seul le Tesla est une vraie unité du système international. Donc, l'étude, si vous mélangez toutes les unités du système international, vous allez retomber sur d'autres unités du système international. Sinon, vous allez avoir à faire des petites conversions. Mais c'est pas plus grave. Et pour ce qui est de la norme de la force magnétique, on procède de la manière suivante. Ici, à place de connaître la quantité vectorielle, on souhaite connaître juste la grandeur. À droite, on va s'assurer d'avoir toutes les quantités qui sont positives. Donc, entre autres, on va prendre la valeur absolue de la charge. Ensuite, pour le produit vectoriel de V et de B, on va prendre leur norme, avec juste leur grandeur. Et lorsque vous avez un produit vectoriel, vous devez additionner par le sinus de l'angle entre les deux. Et c'est l'inverse de quand on avait un produit scalaire. Un produit scalaire, on multiplie par le cosinus. Un produit vectoriel, on multiplie par le sinus de l'angle entre les deux. Fait que θ ici, c'est l'angle entre les vecteurs V et B. Comme ceci. Donc, le produit vectoriel entre deux vecteurs, c'est un produit spécial qu'on a entre deux vecteurs. On a précédemment parlé du produit scalaire entre deux vecteurs, qui nous dit à quel point est-ce que ces deux vecteurs-là sont dans la même direction ou pas. Fait que plus le produit scalaire est grand, plus ces deux vecteurs-là ont une norme grande et sont alignés l'un avec l'autre. Le produit vectoriel, son résultat, contrairement au produit scalaire, n'est pas un scalaire, mais comme son nom le dit, un vecteur. C'est pourquoi on a le produit vectoriel de V et de B qui nous donne un autre vecteur, la force. Et le vecteur résultant est perpendiculaire aux deux vecteurs entrant dans le produit vectoriel. Donc, la force est perpendiculaire à la vitesse et la force est perpendiculaire à B. Donc, on va étudier le produit vectoriel. Le produit vectoriel, c'est un autre type de produit qu'on peut avoir entre trois vecteurs. Ici, je vais regarder trois vecteurs A, B et C. La caractéristique de ça, c'est que le produit, comme ça on dit, va être un vecteur et non pas un scalaire, contrairement à un produit scalaire. Et le résultat, ici que j'ai appelé le vecteur A, va être perpendiculaire à chacun des deux vecteurs qui est dans le produit. Donc A va être perpendiculaire à B, A va être perpendiculaire à C. Il existe un truc pour trouver l'orientation de ce vecteur-là en fonction de l'orientation des deux dans le produit vectoriel, ce qu'on appelle la règle de la main droite. Et je vais, dans le premier temps, supposer des orientations pour B et C. Donc, je vais supposer un vecteur B dans le premier temps qui va être orienté comme ceci. Un vecteur C qui va être orienté comme ceci. Dans un premier temps, je vais les prendre à 90 degrés par rapport à l'autre.
La règle de la main droite, il en existe deux variantes. La première, l'encensement de trois doigts, l'index, le majeur et le pouce. Vous placez votre index le long du premier vecteur de votre produit. Ensuite, de la façon dont votre main est placée, vous devez être en mesure d'aligner votre majeur avec le second vecteur du produit. Si vous êtes capable de faire ça, votre pouce vous donne l'orientation du résultat du produit vectoriel. Première version, index majeur, la réponse c'est le pouce. Deuxième version, placez vos doigts de manière à ce qu'ils soient orientés avec le premier vecteur, ici que j'ai appelé B. Et si l'orientation de votre main vous permet de courber vos doigts afin de les amener vers le vecteur C, encore une fois, votre pouce vous donne l'orientation du vecteur A. Ici, dans les deux cas, sort du tableau, même réponse. Si maintenant, à la place de prendre le vecteur C, orienté comme ça, je l'oriente dans ce sens. Là, pour ne pas me briser le poignet, je ne pourrais pas me placer exactement comme j'étais tout à l'heure. Si j'essaie d'orienter, de mettre mon index selon B, et essayer de prendre mon majeur et l'amener selon C, je vais me briser quelque chose, je vais devoir me changer mon orientation. Index, vecteur B, majeur, vecteur C. Le pouce me donne l'orientation du vecteur A. Cette fois-ci, il entre dans le tableau. Même principe avec la deuxième variante. Je place mes doigts orientés selon le vecteur B. Je les courbe vers le vecteur C. Si je suis capable de faire ça, mon pouce me donne l'orientation du vecteur A. Donc, comme ça, selon l'orientation de B et de C, l'orientation de la réponse va aussi changer. Ça, c'est avec des angles de 90 degrés entre B et C. Cependant, la seule chose qui est obligatoire, A doit être perpendiculaire à B, A doit être perpendiculaire à C, mais ces deux-là ne sont pas obligés d'être à 90 degrés entre les deux. En fait, je peux très bien avoir un angle aigu ou un angle obtus entre les deux. Par exemple, si je viens mettre un angle aigu, comme ceci, voici mon vecteur C, la logique reste la même. Je mets index vecteur B, si je suis capable d'amener mon majeur orienté à le vecteur C, le pouce me donne encore l'orientation du vecteur A, ici, sort encore du tableau, sort qui plus est à 90 degrés. Et ça, c'est pour un angle aigu. Même chose pour un angle obtus. Si je suis capable de mettre mon index le long du vecteur B, d'amener mon majeur sans le briser, orienté vers le vecteur C, mon pouce me donne encore une fois l'orientation du vecteur A de la réponse. Fait une autre manière de voir le principe, dans le plan défini par ces deux vecteurs, fait que les deux sont ici compris dans le plan du tableau, le vecteur A va être à 90 degrés par rapport à ce plan. C'est une autre façon de le voir. Du matériel qu'on peut se servir aussi pour représenter la chose, je pourrais placer la réponse du produit vectoriel. Ici, j'ai un petit hémisphère en mousse avec trois petits bouts de bois qui vont pouvoir représenter mes vecteurs. Si je mets mes deux premiers, supposons ça, je vais appeler ça le vecteur B. Ça, je vais appeler ça le vecteur C. Si je les place comme ceci, avoir une représentation 3D, A se réorienter comme cette petite affaire. Fait que B, C, A sort de même. C'est le petit vecteur qui sort ici. Et à l'inverse, si j'avais placé, comme tout à l'heure, C sur cette orientation-là, B, C, A va maintenant dans l'autre sens. Donc, sort comme ceci de l'autre côté. Et comme on s'est parlé, ça vaut aussi, si par exemple, à place d'avoir beau 90 sur ces deux vecteurs-là, j'ai un angle aigu, A garde la même orientation. Même chose si j'ai un angle dessus, A garde encore la même orientation. Il va parfois arriver aussi que ces vecteurs-là vont vous être fournis dans la base cartésienne, donc en forme de vecteurs en composantes x, y et z, donc avec une composante fois i plus une composante fois j plus une composante fois k, les vecteurs unitaires dans ces trois directions. Fait qu'il peut être pratique de se rappeler ou de voir c'est quoi le résultat du produit vectoriel dans ces trois vecteurs unitaires-là. Donc, soit les vecteurs unitaires i, j et
K, donc en direction X, Y et Z. Vu que le produit vectoriel donne un vecteur qui est perpendiculaire, ben ces trois vecteurs-là, par définition, sont perpendiculaires les uns avec les autres. Donc, si on fait le produit vectoriel entre deux, on va retomber sur le troisième, parfois avec un signe. Si on prend le produit vectoriel entre I et J, on va tomber sur K. Et si on les écrit dans cet ordre-là, vous allez tout le temps de gauche à droite jusqu'à revenir au bout, vous pouvez revenir là. Vous allez tout le temps avoir un plus. Si jamais vous avez à échanger des vecteurs de bord dans votre affaire, vous allez avoir un signe de différence. Je l'illustre avec la suite de l'exemple. Ici, je suis parti de la gauche. I, J égale à K. Je suis parti de la gauche vers la droite. J'ai un signe plus. Si j'écris J, K, ça, je fais J fois K, je reviens au début, est égal à I. J'ai conservé mon ordre, je suis correct. Si je fais K, croix, I, je pars avec le vecteur K, je suis rendu au bout, je reviens au début, croix I, est égal à J, j'ai suivi mon ordre, pas de moins. Si jamais vous brisez l'ordre, ça fait apparaître le caractère anticommutatif du produit vectoriel. C'est-à-dire que si vous inversez deux vecteurs de bord, vous allez apparaître un signe moins. Et par exemple, si je reprends en première égalité, et ça, ces trois affaires-là, je pourrais mettre une petite ligne pointillée pour faire une démarcation. C'est à la place de faire I produit vectoriel J, j'écrivais J produit vectoriel I. Le résultat de ça va être moins K, parce que J produit vectoriel I, c'est égal à moins I produit vectoriel J. Un produit vectoriel, quand vous échangez deux vecteurs de place, ici j'avais I à gauche, J à droite, ici c'était inversé, vous rajoutez un moins. Si vous voulez fonctionner avec l'ordre des vecteurs que j'ai présenté ici, la logique est la suivante. On a parti avec J. Après ça, l'autre vecteur, c'était I. Mais dans le temps, le prochain, c'est K. C'est un signe que vous allez devoir malheureusement ajouter un moins dans votre affaire. Il ne faut pas aller de gauche vers la droite en faisant des tours de même pour écrire votre équation. Vous allez avoir un petit moins qui va arriver. Et de la même manière que ça, si je fais K fois J, ça va être moins I. Et si je fais I fois K, ça va être moins J. Donc ça, ce qu'on vient d'écrire, c'est une conséquence de l'anticommutativité du produit vectoriel. Anticommutativité. Si vous avez deux vecteurs, vous devez malheureusement ajouter un signe moins. Deux autres caractéristiques du produit vectoriel peuvent possiblement vous être utiles. C'est caractéristiques sur la distribution et comment est-ce que ça fait si on multiplie par un scalaire. Fait que, si je prends par exemple la distribution sur l'addition, vous savez que je vais avoir trois vecteurs dans mon histoire. Un vecteur V, un vecteur U et un vecteur W. Puis ici, j'ai le vecteur V, que je fais un produit vectoriel avec la somme de deux vecteurs. Le vecteur, c'est assez courant. On a juste pensé, par exemple, qu'on fait la somme des forces qui s'appliquent sur un objet. Qu'est-ce qui se passe dans ce temps-là? Vous allez pouvoir distribuer le V, faire V croix U plus V croix W, en faisant bien attention de conserver l'ordre. Le V est à gauche ici. Partout dans l'interne, on doit le rester à gauche. Sans ça, on va devoir faire apparaître un signe moins de par l'anticommutativité. Fait que V croix U, le V est à gauche, le U est à droite, plus V croix W, le V est à gauche, le W est à droite. Si vous avez aussi un scalaire que vous multipliez, par exemple, vous avez masse fois accélération. Par exemple, la masse est un scalaire, l'accélération est un vecteur. Donc, multiplication scalaire. Si vous avez un certain scalaire que je vais appeler petit a, un premier vecteur que je vais appeler v, vous voulez prendre le produit vectoriel de ça avec un vecteur w, ben vous pouvez juste mettre votre scalaire en avant et faire le produit vectoriel de vos vecteurs. Tout bêtement, encore une fois, vous assurant de conserver la même orientation. Et une dernière conséquence de la définition du produit vectoriel,
Euh, le produit vectoriel donne un vecteur qui est perpendiculaire aux deux vecteurs euh, qui entrent dans sa composition. Et si vous prenez le produit vectoriel de deux vecteurs pareils, le produit vectoriel d'un même vecteur, le produit vectoriel d'un vecteur avec lui-même donne le vecteur nul.